Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Actu, vous y êtes et nous y sommes. Madame, monsieur, ce matin, nous l'annoncions, nous allons recevoir deux confrères journalistes pour le décryptage des principaux sujets d'actualité dans le pays, notamment l'élection qui vient de se dérouler avec la proclamation des résultats provisoires. Et pour ce débat, j'ai en studio avec moi Yao Michel Tchadja. Bonjour. Bonjour Joachim, bonjour à Delphonse, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Et voilà, vous êtes le directeur de publication du journal Ouara les vainqueurs. Vous êtes vainqueur? Vainqueur? Oui. Moi je suis toujours vainqueur. Au niveau de l'élection, hein? Non, moi je suis toujours vainqueur. D'accord. Ouais. Ok, nous avons également Idelphonse Akpaki qui est le premier responsable du journal en ligne www.lagazettedutogo.com. Alors Idelphonse, bonjour. Bonjour Joachim, bonjour Michel que je n'ai plus revu, ça fait un bon mois. Hein. Oui. Et bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Et voilà, et vous aussi, vous êtes vainqueur. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, Michel Yao Tchadja, nous avons tous ensemble suivi l'élection, ou disons la campagne électorale jusqu'au jour du vote et le vote, ainsi que la proclamation des résultats provisoires hier par la Commission électorale nationale indépendante. Tout de suite, quelle impression avez-vous de tout ce qui s'était passé hier nuit? Quelle impression cela vous donne? L'impression c'est que nous accusons de tout temps la CENI de traîner avant de donner les résultats. Pour cette fois-ci, la CENI a fait un travail remarquable et en moins de 24 heures après l'élection, nous avons... Disons un peu plus. Un peu plus de 24 heures, nous avons eu les résultats de la dernière présidentielle. Je pense que c'est une nouveauté. Je pense que c'est un acte à relever parce que ça prouve que ces messieurs et dames qui travaillent sur tout le long du processus électoral, qui ont commencé depuis le mois de novembre 2019, ça veut dire qu'ils n'ont pas dormi. Ils sont mis vraiment réellement au travail pour que les résultats soient rapidement compilés, pour que nous les recevons hier soir. Je trouve que c'est une bonne chose et aujourd'hui vous avez vu, j'ai sillonné la ville jusqu'à votre radio, les Togolais vaquent à leurs occupations. Je trouve que vraiment c'est le Togo qui gagne. C'est le Togo qui gagne. La CENI a véritablement fait un exploit cette fois-ci puisque légèrement, un peu plus de 24 heures, elle a proclamé les résultats provisoires. Non, mais moi je ne suis pas du même avis que Michel, comme d'habitude. Vous savez, lorsque j'ai suivi sur RFI la décision de la CENI, alors j'ai rapidement fait revenir à la mémoire une assertion qui dit « Même mentir demande beaucoup d'intelligence. » Même mentir. Je ne suis pas surpris du score de M. Fogna-Singbe parce que moi je suis toujours habitué. De toute façon, je ne suis pas encore au niveau du score de Fogna-Singbe, mais le travail accompli ou fait par la Commission électorale nationale indépendante. Vous savez, je ne sais pas comment vous répondre, mais lorsque en amont, on recuse à des institutions qui doivent garantir la transparence, notamment le Conseil épiscopal, Justice et Paix, le NDI. Le NDI, et puis il y a une autre structure. Oui, la Concertation nationale de la société civile. Déjà en amont, moi, je me suis fait déjà une idée sur ce qui allait se passer. Mais si aujourd'hui, la CENI proclame un résultat tel que nous l'avons aujourd'hui, parce que, comme Michel l'a dit, hier, on disait qu'elle traînait, et qu'aujourd'hui, on doit attendre dans la nuit profonde, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour moi, mentir demande encore plus d'intelligence. Alors, la CENI, quoi qu'on dise, a proclamé déjà les résultats et Fogna-Singbe est crédité de 72,36% et pour un taux de participation de l'ensemble des citoyens de 76,63%. Michel Yao Tchadja, cette victoire de Fogna-Singbe, est-ce que cela a été une surprise pour vous en tant que Togolais et leader d'opinion?
Non, moi, je n'ai pas été surpris. Moi, je pensais qu'il allait au-delà de ce chiffre communiqué par la CENI parce que j'ai eu, dans la première semaine de la campagne, j'ai eu le temps de sillonner un peu le Nord où Faure Gnassingbé, candidat, était sur le terrain. J'ai vu l'engouement, j'ai vu comment les populations étaient mobilisées derrière lui et ça me donnait une idée. La deuxième semaine, j'étais à Palimé, j'étais à Mlamé, j'étais à Tapamé, j'étais à Ton, j'étais à Noche, juste pour voir Pratiquement, comment... vous avez suivi la délégation Oui. présidentielle. Non, pas la délégation présidentielle. C'est-à-dire que, en tant que journaliste, Oui. moi j'allais pour voir comment les choses se passent. Je ne faisais pas partie de la délégation présidentielle. Non. En tant que journaliste, j'étais allé avec certains confrères, indépendamment, pour voir comment les choses allaient. Nous avons rencontré aussi certains candidats de l'opposition, notamment Jean-Pierre Fabre. On a même rencontré Georges Cressan à Tapamé, il était au marché, tout ça, pour que nous ayons une idée pour Essayez d'argumenter. après, parce que les gens sont dans des quartiers ici à Lomé, après, ils tiennent des propos. Non, nous on est allés sur le terrain. Et ce score, peut-être on va en venir. Pourquoi ce score? Peut-être on va en venir. Ce score, moi, je pensais qu'il allait au-delà, parce que ce n'est pas Faure Gnassingbé lui-même, ce n'est pas lui seul qui allait sur le terrain. Il avait ses lieutenants aussi qui travaillaient. Disons Donc, les cadres du les parti, donc, qui étaient dans tous les recoins du pays. c'est-à-dire tous ces lieutenants, tout le monde a mouillé le maillot dans son camp. Et donc ce score n'est pas surprenant. Il devait même, moi je pensais que ça devait être mieux que ça. Alors, mais Ildefonse, cette année, ou disons pour cette présidentielle, Faure a réellement mouillé le maillot plus qu'avant. Sinon, tel qu'il a battu campagne cette année, il ne l'a jamais fait. Alors, est-ce que cela était déjà des signes précurseurs pour le score que la CENI lui a donné hier? Je crois que ce n'est pas pour une première fois, parce que je crois savoir que c'est son 4e mandat. Alors le premier mandat, il était sur le terrain. Le deuxième mandat, il était sur le terrain. Le troisième mandat, il était sur le terrain. Oui, mais pas avec la ferveur pour laquelle, en tout cas, il était sur le terrain la dernière fois. Oui, mais j'ai suivi dans vos studios ici l'un de ses représentants, notamment le ministre Bawara, qui a entre-temps avait reconnu que tout n'a pas été reluisant dans le mandat, les 3 mandats passés, et que quand vous lui avez posé la question pourquoi encore demander aux Togolais un 4e mandat, il a essayé de feinter votre question, mais au finish j'ai retenu quelque chose. On n'a pas tout fait. On n'a pas tout fait, et il faut accorder encore une chance à M. Faure pour qu'il essaie de parachever ce qu'il a commencé, ce qu'il a toujours fait. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut que M. Faure fasse? Il faut qu'il soit sur le terrain. Mais seulement que moi, j'ai déploré la manière dont la campagne a été faite. Et les 7 candidats n'ont pas été sur les mêmes pieds d'égalité. À quel niveau? Jusqu'aujourd'hui, je regrette que les fonds qui devaient être mis à la disposition des candidats, tels que le gouvernement l'a annoncé, puisque c'est c'était depuis le 5 décembre 2019. Et puis c'est le fruit d'un compromis politique. Alors, ça a été fait. Et ce compromis politique, pour rappel, c'était sous l'insiga avec l'ambassadeur des États-Unis, Robert Whitehead, à l'époque, et Monseigneur Nicodème Bariga. Au niveau de l'OCDE, nous étions en 2012. Voilà, Tokwen César. Alors, je ne comprends pas pourquoi ce fonds n'a pas été mis à la disposition des candidats. Ça, c'est une première observation. La deuxième observation, j'ai vu comment UNIR a battu campagne. Michel n'a pas été le seul sur le terrain. Nous sommes allés aussi sur le terrain. Bien sûr. Et dans également était sur le terrain. Et dans ce studio, nous avons vu des choses. On a vu comment UNIR a déployé de l'argent. On a vu comment UNIR a donné de l'argent. Moi, j'ai suivi une scène piteuse là, en face de Fusec de Atikoumé, où non seulement on distribuait les tricots, mais on donnait encore de l'argent. Ça, la loi ne l'autorise pas. Dans les villages, on a donné des tôles, on a donné des sacs de riz. C'était tout. Pour faire quoi? Pour acheter la conscience des Togolais qui devaient normalement aller voter
selon leur conscience. Oui, mais Il y a les ça. autres candidats, rien ne les empêchait de le faire aussi. Il y a- non, On mais dirait. est-ce que la loi l'autorise? En tout cas, Vous la avez loi parcouru- n'autorise pas l'achat de conscience. Voilà, vous avez parcouru la loi électorale? Non. Et puis ailleurs, nous avons vu comment les délégués de certains candidats ont été chassés dans les bureaux de vote. Vous avez vu, même si on ne prend pas en compte, moi personnellement, certaines informations des réseaux sociaux, on a vu comment dans certaines localités, il y a eu bourrage d'urnes. On m'a appelé pour un truc qui se passait à Baguida et dont il fallait à un moment donné envoyer quelqu'un sur les lieux. Effectivement, moi j'ai envoyé un de mes éléments sur les lieux qui est revenu avec un élément vidéo. Oui, voilà, justement, quand il parle de bourrage d'urne, professeur David Dossé en a fait cas également sur les antennes de RFI, je l'écoutais hier. Michel Tada, vous aussi, vous étiez sur le terrain. Est-ce que ces genres de manquements qui sont, en tout cas, ces genres de faits qui sont contraires à la loi, vous l'auriez constaté ou senti aussi? Que ces genres de propos proviennent d'un monsieur comme comment vous l'appelez, Professeur David Dossé? Dossé, ce n'est pas surprenant. On sait ce que c'est monsieur au niveau du CST, après au niveau de l'association Togo Debout. On sait ce que c'est monsieur Lafont. Moi personnellement, je n'ai pas constaté ce que vous êtes en train de dire là. Et d'ailleurs, même si ça devait exister, je pense qu'il y avait deux observateurs qui ont comment on fait un point de presse où vous étiez là et qui ont dit d'une façon globale comment l'élection, l'appréciation qu'ils ont donnée après leur observation. Et puis, je voulais revenir un peu par rapport aux moyens dont parlait Ildefonse tout à l'heure. Je pense que l'avant-dernière élection, puisque nous avons déjà dépassé le 22 février, donc l'avant-dernière élection c'était en 2015. Et ceux qui nouaient l'intention d'aller à l'élection présidentielle de 2020 devaient réunir les moyens de leur côté. Ils ne devaient pas forcément attendre. Donc, depuis 2015, les gens devraient commencer par se préparer. Ah oui, ça a été, c'est comme ça partout, c'est pas au Togo. Donc, les candidats ont été surpris? Non, je ne dis pas. Non, je n'ai pas fini. Oui, Michel. Je parle des moyens. C'est vrai que le gouvernement a promis donner les moyens. On aurait souhaité que cela soit effectif. Et même oui, mais en 2015, le gouvernement aussitôt dit, aussitôt débloqué. Mais pourquoi cette fois-ci, ne suis pas gouvernement. Je ne suis pas au gouvernement, mais je sais que c'est un acquis déjà pour ces partis-là qui ont participé à ces élections. C'est un acquis. Ça veut dire que dès lors que le gouvernement vous dit, vous avez ceci mais vous pouvez aller prêter de l'argent. Est-ce que ce n'est pas un acquis? C'est un acquis. Ça veut dire que, parce que le problème, c'est que si on vous donne les fonds, vous faites la campagne 2 jours après, vous jetez l'éponge. Comment vous pouvez, est-ce que on est sûr que les gens là vont retourner le reliquat? On avait remis 72 millions, cela ne s'était pas passé ainsi, et c'est 43 millions aujourd'hui. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on fasse une fixation sur l'aide de l'État. Oui, je pense que les candidats doivent se préparer conséquemment. Et l'aide, c'est une aide de l'État pour les candidats. Toute passion de côté. Est-ce que cette fois-ci, les uns et les autres ont respecté le plafond fixé par la loi, c'est-à-dire les 500 millions? Là, je m'adresse à un leader d'opinion. Tu ne peux pas le savoir. Moi, je ne peux pas le savoir. La Cour des comptes est là pour prendre un rapport après. C'est à cela. Tu as les moyens pour contrôler cela. Et de fond, c'est là-bas, est-ce qu'elle a les moyens? Moi, je n'ai pas les moyens pour contrôler. Mais ce qui est sûr, c'est que les candidats respectent comment l'appelle-t-on? Les lois de la République. Et la Cour des comptes est là, à la fin, pour nous dire si quelqu'un a ajouté un franc de plus ou pas. Voilà. Ildefonse? Vous savez, je rends grâce au Seigneur parce que j'ai eu la chance de venir suivre les candidats quand ils étaient passés un à un sur votre plateau ici. Et je retiens encore quelque chose du professeur Kondou. Nous avons eu une crise morale au Togo. Vous savez, lorsque vous êtes responsable, à plus forte raison, une autorité, tout ce qui sort de votre bouche, vous devez le faire. Vous ne pouvez pas, à travers un compromis politique, avoir une décision. Et lorsqu'il faut appliquer la décision, on dit, c'est vrai, je ne peux pas
être candidat et ne pas réunir les moyens pour aller aux élections, dire que j'attends 43 millions, bien 42 millions. Ce n'est pas normal. Mais lorsque vous êtes une autorité, respectez votre parole. Et ça, c'est un problème que nous avons dans notre pays, dans notre cher pays du Togo. J'ai dit tout à l'heure que les candidats n'étaient pas sur les mêmes pieds d'égalité. Mais même si nous n'avons pas les mesures pour authentifier ce qui a été dépensé par les candidats, mais je vous assure que quand moi, je suis surpris de voir que le candidat UNIR, qui par moment même utilise l'hélicoptère pour se rendre... En tout cas, le chef de l'État, c'est pas moment, il a utilisé l'hélicoptère pour battre campagne. C'est pas interdit. Non, Michel, quand tu parlais tout à l'heure, je me suis tué. Et donc, pardon. Ce n'est pas interdit, mais est-ce que la Cour des comptes aura le courage de faire le travail comme cela se fait, comme cela se doit? Quand nous savons, quand nous connaissons l'autorité qui régente le pays, le Togo, non mais écoutez, je vous dis, et je redis encore tout à l'heure que je n'ai pas été surpris. En amont, je savais la manière dont les choses se faisaient, je savais que on nous dira qu'il n'y aura pas un deuxième tour. Et moi, je l'ai dit. Maintenant, mais quand même, Ildefonse, à chaque fois que le chef de l'État se déplaçait, on voyait une foule innombrable qui venait l'accueillir avec un enthousiasme. En tout cas, vous avez regardé la télé aussi. Excusez-moi, je ne veux pas utiliser des expressions ici qui vont friser ou bien qui vont mettre mal à l'aise des gens, mais j'ai lu sur des postings et moi-même, avec certains de mes reporters, nous avons surpris ce que certains ont appelé, entre guillemets, excusez-moi, du bétail humain. C'est-à-dire, on fait l'export, import, l'import, export. Hein? Cela ne veut pas dire que lorsque le candidat uni est dans une localité donnée, ce sont ceux-là qui habitent cette localité-là, qui viennent l'accueillir. Oui, mais l'opposition pouvait aussi le faire si vraiment ils ont les moyens. Je vous ai dit tout à l'heure que les candidats n'ont pas été sur les mêmes pieds d'égalité. En matière financière. Il y a ça. Mais n'oubliez pas que il y a eu certains véhicules administratifs aussi qui ont été vus dans certains cortèges. Tu as relevé les Est-ce numéros. que... Michel, Non, c'est pas facile. vous n'êtes pas l'animateur, bien Michel. Oui, mais on ne peut pas le déclarer comme ça. Oui, Est-ce que tu as relevé, en tant que journaliste, vous relevez les numéros? Donc bref, Michel, vous n'avez pas aperçu un véhicule Moi, je n'ai pas aperçu. Si là, il donne les numéros. Oui. Non, c'est simple. D'accord. Alors, maintenant, revenons sur l'aspect qui concerne le suffrage des uns et des autres. Fort Nassimé, vous l'avez dit, cela ne vous a pas surpris. Pour Michel, lui, il disait qu'il devrait même avoir un score beaucoup plus glorieux que les 72,36%. Oui, mais finalement, qu'est-ce qui vous fait dire ça par rapport à Fort Nassimé? Contrairement à mon confrère qui parle d'achat de conscience, je pense que le chef de l'État a mouillé le maillot. Réellement le maillot, il a mouillé réellement le maillot parce que, tu l'as dit, cette fois-ci, le chef de l'État, tant bien même les bons observateurs savaient que il partait largement favori parce que les travaux ou disons les chantiers qu'il a entrepris depuis qu'il est au pouvoir parlaient déjà pour lui, mais lui-même est descendu dans l'arène pour galvaniser, pour rassurer, pour demander à ses militants de remobiliser ses militants. Tout ça, ça a été payant. Ajouté au fait que ces lieutenants, dans pratiquement toutes les localités, parce que UNIR, c'est l'un des tout jeunes partis politiques, mais qui a un ancrage incommensurable sur toute l'étendue du territoire. En tout cas, qui a hérité du RPT, tout ce qui est... C'est des détails, c'est des détails. Oui, mais non négligeable. Oui. Donc, l'ancrage d'abord du parti, les œuvres réalisées par Fort Nassimé depuis qu'il est au pouvoir, ajouté au fait que il a une machine redoutable sur le terrain,
Mais on ne peut qu'avoir ces résultats qui font peut-être frémir certains. Sinon, en réalité, c'est le fruit d'un travail de la part du chef d'État lui-même. C'est son travail qui a payé, et il a été les résultats des nombreuses réformes staniliennes. Bon, vous pouvez les qualifier de tout ce que vous voulez, mais c'est les résultats qu'il a obtenus et qui vraiment, pour ceux qui ont bien suivi la campagne, qui ne les surprend pas parce que c'est le résultat du travail. Peut-être on va en venir par rapport à Guémé Kodjo. Bien sûr, on va y revenir. En 2010, il avait 0, et quelques %. Cette fois-ci, il a 18%, au-delà du fait, même qu'il a le soutien du prélat et certaines personnes, mais il a du travail aussi. C'est le fruit du travail qui paie. C'est le fruit du travail qui fait. Est-ce que vous partagez le même avis? Vous savez, c'est ça l'expression, c'est ça la réception. C'est le fruit du travail qui paie. En d'autres termes, je peux dire... Le couronnement de l'effort? C'est la fin qui justifie les moyens. C'est la fin qui justifie les moyens. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que nous sommes en face des démagogues. Lorsqu'on me dit aujourd'hui que l'ancrage du parti, c'est un parti qui est au pouvoir, qui a le réservoir même de l'économie. Vous savez, ça c'est une remarque à relever. Et lorsqu'on me dit le chef de l'État s'est bataillé, allons juste dans nos hôpitaux voir ce qui se passe. Allons où? Dans nos hôpitaux voir ce qui se passe. Et lorsque le même candidat promet, durant son mandat dernier, qu'il fera en sorte qu'il y aura d'ici là un hôpital Saint-Pellegrin, alors que les CHU que nous avons là ne sont même pas dotés de scanners. Et qu'aujourd'hui, cette promesse qui devait être réalisée est devenue aujourd'hui un éléphant blanc. Je me pose la question de savoir quel a été le travail qui a été fait jusque-là. C'est juste le côté social. J'ai été éberlué lorsque j'ai vu les forces armées togolaises acclamer le candidat Unier et dire un coup KO. Un coup KO. C'était les anciens combattants. Mais anciens combattants, en uniforme encore. Ils étaient en uniforme. J'ai l'élément. J'ai l'élément vidéo. C'est une institution qui doit avoir un droit de réserve. Parce que l'armée n'est pas au service d'une personne, ni d'une famille politique. Mais quand on dit forces armées togolaises, c'est toute la nation. Lorsque nous sommes en compétition, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Mais moi j'ai pour d'autres candidats. Moi j'ai été choqué lorsque le chef de l'État était intervenu pour dire à M. Akboyomi qu'il n'avait pas le droit de parler aux forces armées. Dans le même temps, ces forces armées-là acclamaient le chef de l'État qui était aussi candidat. Mais je me suis posé une question. La question, c'est de savoir, lorsqu'on demande aux forces armées d'aller faire valoir leurs droits civiques, ça veut dire qu'ils sont citoyens. Ou bien? Ils sont citoyens tout comme nous. Le candidat qui bat campagne, ne peut-il pas parler aux forces armées? Dites-moi, je n'ai pas compris. Et là, nous sommes dans un état normal, on nous dira. Ce n'est pas ça. Quand moi j'ai vu tout ça là, c'est pourquoi la première question, je me suis dit, et quand j'ai écouté RFI, j'ai dit, ben, moi je ne suis pas surpris. Mieux, je suis heureux parce que le mensonge a encore payé. Michel Tchadja, il a soulevé un petit point sur lequel nous n'allons pas prendre assez de temps, mais quand les corps habillés essayaient de scander un coup KO, Fort Gnassingbé, un coup KO, et le chef de l'État lui-même a fait quand même chose. Il demande c'était où? C'était le jour où UNIR a choisi le chef de l'État, et quand il passait, je dis j'ai l'élément vidéo que j'ai même mis en ligne. Dans tous les cas, moi je n'étais pas là-bas. Vous ne serez pas là? Et oui, je n'étais pas là-bas et je ne pense pas que si un militaire... Oui, mais finalement, est-ce qu'on doit faire la part des choses et que, tel que le chef de l'État l'avait reproché au candidat Guémé Kodjo, l'armée doit être totalement neutre à politique et ne pas du tout s'immiscer ou s'ingérer dans ses affaires de candidat?
Normalement. L'armée, oui, l'armée, c'est une institution, tant même elle fait partie intégrante de la nation togolaise. Ils sont aussi des citoyens, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et bon, si au passage du chef de l'État, si quelqu'un manifeste son état d'âme, on ne peut pas prendre ça généraliser et dire que les forces armées soutiennent. Dans tous les cas, à chaque fois, c'est une tradition chez nous ici, à chaque fois que l'opposition est battue, les gens vont sortir l'opposition est battue. Akpeyome Kodjo aujourd'hui ne se retrouve pas dans les résultats provisés proclamés par la CENI et dit que c'est lui plutôt qui a remporté le scrutin avec un score qui flotte entre 57 et 61%. Michel Tchaja. Oh. Il s'est autoproclamé président élu démocratique. Oui, il n'est pas le premier à le faire. Il y a d'autres avant lui qui ont toujours eu ces attitudes contraires à la loi. Mais bon, comme quelqu'un le disait, le ministre de la fonction publique, s'il a vraiment les preuves de ce qu'il dit, il y a une institution qui est là pour la circonstance. Il peut aller prouver cela et on verra. Mais dans tous les cas... Faire le recours nécessaire. Oui, dans tous les cas... Moi, quand j'ai suivi Akpeyome Kodjo, ça m'a fait sourire. J'ai dit, bon, et pourquoi? vous savez, non, puisque ce que j'ai vu sur le terrain, lorsqu'il passait, ce que j'ai vu, le score qu'il s'auto, en tout cas, qui s'attribue aujourd'hui, ça fait sourire. Parce que ça frise la comédie. Parce que, quand pour ceux qui connaissent, les honnêtes gens qui ont observé cette élection, mais savent que M. Akpeyome Kodjo est en train de délirer, tous ceux qui l'entourent là-bas, ils sont en train de perdre leur temps. Le Togo n'a plus le temps de passer sur des gesticulations comme ce que nous sommes en train de voir. Nous avons élu, les Togolais ont élu un président que la CENI a proclamé dans les jours à venir, peut-être... Tournons la page et regardons. La Cour constitutionnelle va se prononcer. Les Togolais... On n'a pas le temps à vraiment écouter ces gens. Non, je pense qu'aujourd'hui, on a systématiquement l'opposition depuis les années 90 a toujours rejeté les élections, a toujours contesté les... C'est devenu une tradition chez nous, quand quelqu'un est battu, et ce que nous avons vu mais quand même, est-ce qu'on ne doit pas à un moment donné se poser la question, pourquoi dans d'autres pays, dès lors qu'un candidat est élu, le vaincu appelle dans un esprit fair play et félicite le vainqueur. Mais au Togo, cela ne s'est jamais passé. C'est une question de culture. Nous n'avons pas encore cette culture. Ou bien c'est une question de valeur dont parlait le professeur Olou qui est en train d'agir jusqu'à ce niveau. C'est une question de culture. Nous n'avons pas cela encore. Culture de ne pas reconnaître la victoire à l'autre. Culture de reconnaître le vainqueur et que vous le félicitez. Au Togo, je pense que le fait de contester, ça vous fait, je sais pas... Ok, la contestation, est-ce que c'est devenu une culture au Togo? Non, soyons sérieux. Je reviens encore sur cette affaire de crise morale. Lorsque vous prenez, excusez-moi de le dire comme ça, tous ceux et celles qui incarnent les lois de la République togolaise, vous voyez leur âge, vous n'aurez jamais l'intention de dire que ces personnes et dames peuvent faire preuve de mensonge. Le problème au Togo, c'est que la vérité des urnes n'a jamais été le cas. Et pris comme tel, les gens doivent contester la vérité des urnes. Prenons juste les résultats de 1998, où même les ambassadeurs accrédités au Togo qui ont suivi le truc, je me rappelle, j'étais encore à Côte d'Ivoire, en face de l'un des cadres allemands qui a dit les Togolais n'ont pas voté avec leur tête, mais avec leur cœur. Et il était le premier à dire que Gilchrist Olympio, à l'époque, avait l'avantage sur le candidat. Yassine Yadema, à l'époque. À l'époque. Mais patatras, par quelle alchimie le chef de l'État, feu le général Yadema, est devenu président de la République. Depuis... Il a été quand même proclamé par le ministre de l'Intérieur, d'alors vainqueur de l'élection. Voilà. Ce qui ne devait pas être le cas, parce que
la présidente de la commission électorale, à un moment donné... a fait semblant de démissionner. On connaît tout ça. Ça, c'est l'histoire qui nous rattrape. Si la vérité des urnes est dite, il n'y aura pas de problème. Moi, ce qui m'a encore fait sourire, c'est que le système mis en place par la CENI même, à quelques heures, système sincère, a été révoqué. Pourquoi? On ne donne pas les explications qu'il faut. Il y a un mécanisme de piratage. Ça a été donné. Oui, ça a été donné. On a parlé de piratage. Quel genre de piratage? Ah oui, que peut-être le NDI et autres seraient en train de se mettre en place afin de pirater les données. Joachim, je vous dis, le problème togolais, lorsque nous sommes en face des opérations électorales, si on nous donnait la vérité des urnes, est-ce qu'il y aura contestation? Ceux aujourd'hui qui disent qu'ils ont gagné à plus de 70% peuvent avoir au moins le courage consciencieusement de... Parce qu'ils savent ce qui s'est passé. Non. Même si... Non. Même si Oui, alors, Michel n'est pas d'accord avec vous. Michel n'est pas d'accord avec vous. Oui. Michel, il parle de mensonges, il parle de conscience. Il n'y a pas, c'est ceux qui refusent de reconnaître leur défaite, qui usent du mensonge. Qui tiennent ses propos. Oui, qui tiennent ses propos. Ils veulent embobiner la population. Aujourd'hui, les Togolais, de part, tu as vu le pourcentage, le taux de participation. Les Togolais ont dépassé ce qu'il a. En tout cas, les Togolais se sont mobilisés pour aller voter. Oui, oui. D'accord. Vous savez, il parle de 98. Moi aussi, j'étais là. Et nous tous, nous étions là. Oui. Celui dont il parle, qui dit que j'écris c'était avait l'avantage, c'est lui qui a organisé les élections à l'époque. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais est-ce que c'est lui qui a organisé les élections? Michel, oui, c'est du passé à l'époque. Ça dit qu'il ne faut pas lever les demandes parce que... Non, laisse-le, je vais le répondre. Parce que celui qui t'a dit ça, ce n'est pas lui qui a organisé les élections. Je vais te répondre. Il y a les institutions habilitées à donner les résultats. Et tu sais les conditions dans lesquelles, tu parlais du ministre de l'Intérieur à l'époque, les conditions dans lesquelles le ministre de... Gérasi Memen à l'époque a proclamé ces élections. Donc, je pense que l'opposition aurait mieux à gagner en jouant en félicitant au fair play. Le vainqueur. Là où nous sommes là, ce score-là, il en dit long. Aujourd'hui, devant ce score, les spéculateurs, ceux qui inventent des théories pour discréditer les gouvernants ou le parti au pouvoir, je pense qu'ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. On a dépassé cela. Aujourd'hui, j'ai été très content de voir les populations vaquer à leurs occupations parce que nous avons accompli notre devoir civique le samedi. Le dimanche, on nous donne les résultats. Place au travail. Donc, laissons les élections derrière nous. C'est fini. Et allons, regardons. On attend la Cour constitutionnelle. Alors, nous allons devoir marquer la pause. Nous allons devoir marquer la pause pour revenir dans quelques minutes. Retour en studio, madame, monsieur, avec nos deux invités, les confrères. Il s'agit de Ildefonse Akpaki de la Gazette du Togo.com et Michel Yao Tchadja du journal Ouara, les vainqueurs. Alors, tout à l'heure, Michel il se prononçait sur tout ce qui s'était passé, notamment par rapport à ces résultats, comment les Togolais ont plébiscité Fornia Simbe. Mais vous voudriez bien sûr placer quelques mots. Oui, mais je voudrais dire à Michel que ce qui me fait sourire, c'est que j'ai aussi des amis dans UNI. Et quelquefois, on se moque de nous les journalistes. Parce que ceux qui ont fait le travail là, savent que le travail n'a pas été potable. Mais lorsque nous, journalistes, nous venons défendre l'indéfendable, ça fait sourire. C'est ce que j'ai voulu lui dire. Les résultats qui ont été donnés, moi je dis... Non, mais est-ce que Michel défend l'indéfendable ou bien plutôt il constate ce qui est proclamé par la Cour? J'ai parlé. Non, j'ai parlé. CENI. J'ai parlé. Je n'ai pas dit Michel défend l'indéfendable. D'accord. J'ai parlé d'une manière globale. J'ai dit ceux-là qui étaient assis là-bas hier savaient ce qui les arrivait. Et c'est comme j'ai suivi M. Jeux-Sajavon la dernière fois qui disait que les résultats viennent de quelque part. Voilà pourquoi j'insiste sur la vérité des urnes. Si la vérité des urnes était dite, je ne suis pas sûr que les contestations pourquoi tu est-ce qu'il organise les élections? Tu as la CENI, tu sais quoi? Je dis, on devient ridicule
aux yeux de ceux-là même qui ont ordonné que ça soit comme ça. On devient ridicule, ils disent. Alors, maintenant, quelles peuvent être les c'est- conséquences de cette élection, étant donné que les populations se sont mobilisées? Certains, il faut pas quand même se voiler la face, estimer que c'est le temps de l'alternance. D'autres disaient c'est le temps où il faut véritablement redonner la chance à Faure Gnassingbé. Mais au-delà de ça, la situation est un peu terne, morose, un peu, il n'y a pas tellement d'euphorie, il n'y a non plus de réaction pour dire voilà, tant. Alors, est-ce que cela ne risque pas d'impacter les prochaines élections dans le pays? C'est-à-dire en termes de conséquences. D'abord, quand tu parles d'euphorie, à quel niveau? Euphorie au niveau du parti uni où on doit véritablement célébrer la grande victoire. Mais ça a commencé hier nuit, où le chef de l'État lui-même est allé au siège pour fêter avec ses militaires. Tu trouves ça c'est pas de l'euphorie? Tu n'as pas vu ça ou bien J'ai vu. Hein? Mais ça a commencé. Mais attends que la Cour constitutionnelle se prononce, tu verras. Et donc, moi, aujourd'hui, je pense déjà à ce que les Togolais attendent après cette victoire écrasante du chef de l'État. C'est de ça qu'il faut voir aujourd'hui, parce que au-delà de ce score, de ce large score, c'est une pression supplémentaire sur le chef de l'État. J'ai eu l'impression, en regardant les résultats, que vous savez, les élections passées, que ce soit 2013, 2015, il y avait un taux d'abstentionnisme. Un fort taux d'abstention. Voilà. Et j'ai l'impression qu'une bonne partie de ces gens-là sont sortis cette fois-ci. Oui. Et Quand comme vous cherchez le pourquoi, pourquoi les gens se sont finalement mobilisés? oui, le discours, le discours, par exemple, du chef de l'État rassurait certains. Le discours qu'il tenait partout où il passait. Le discours du chef de l'État Oui, ça a rassuré les gens. Ça rassurait. On a oublié un aspect aussi depuis là. Oui. Vous savez, quand vous regardez la sous-région et vous regardez le Togo, mais nous vivons une situation enviable par d'autres pays. Et le garant, La sécurité. le garant de cette situation, c'est Faure Gnassingbé. D'accord. Et aujourd'hui, si les gens ont préjugé fort, c'est qu'ils attendent de lui beaucoup de choses également. C'est-à-dire ce qu'il a entamé, qu'il poursuive toujours au profit de ces populations. Et qu'il ouvre d'autres chantiers également. Et il a fait des promesses. Vous l'avez suivi avec moi. Alors, et donc, les Togolais, aujourd'hui, c'est que on attend que le chef de l'État accentue, en tout cas, les actions. Oui, et dans tous les domaines. je reviens encore à ma question. Est-ce que cet engouement que nous avons constaté le samedi 22 février, est-ce qu'on peut l'escompter encore les jours à venir, c'est-à-dire dans les prochaines élections, au cours des prochaines élections? Pourquoi pas? D'accord. Mais alors, est-ce qu'on peut encore s'attendre à ce même taux de participation à les élections à venir? Je ne suis pas sûr. Pourquoi? Vous savez, si aujourd'hui les résultats restent tels qu'ils sont, les Togolais n'auront plus envie d'aller faire valoir leur droit civique, parce que à chaque fois, la vérité des urnes n'est pas dite. Et je peux vous dire, moi, j'ai la paix du cœur, parce que je savais qu'on allait être mangé à la sauce. Mais je me demande, pour ces compatriotes qui avaient pensé, vous avez tout à l'heure utilisé un mot fort, engouement. Qu'est-ce qui a donné l'engouement? Et il y avait deux autres mots qui étaient à l'origine de l'engouement. Les Togolais voulaient l'alternance. Les Togolais chantaient le changement. Mais si on a précipité les choses et que tard dans la nuit, on donne ce résultat-là, demain, lorsqu'on va convier encore les Togolais à aller faire leur droit civique, Ils n'iront pas? ils ne vont pas répondre. Oui, mais sur l'autre aspect, oui, allez-y. Je me rappelle Très ce qu'il rapidement. dit là, quelqu'un l'avait dit en 98 dans ce pays, qu'après la victoire de Gnassingbé et Adema en 98, il y a des gens aussi qui ont tenu le même discours que ce qu'il est en train de dire là. Mais par la suite, les Togolais allaient voter toujours, allaient voter et ils constatent que cette fois-ci aussi, Revenons sur le plan, revenons au niveau des partis politiques, au niveau des différents candidats notamment. Aujourd'hui, l'ANC qui était, en tout cas, le parti chouchou des Togolais, s'en est sorti, M. Jean-Pierre Fabre, avec 4,35%. Et au même moment, c'est Agbéomé qui, d'une manière ou d'une autre,
est en train d'avoir un score avec 18,37%. Comment on peut expliquer une telle situation, cher ami? Vous savez, quand moi j'ai fait les investigations, je peux vous dire ce que les gens disaient. C'était l'image de Monseigneur Odjoro qui véritablement avait pesé dans la balance pour Agbéomé Kodjo. Oui, oui. Ça, il faut le noter. Il faut le noter. Et puis de l'autre côté, je sais aussi que les résultats donnés, mais encore que je revienne là-dessus, si c'est des vrais résultats, alors c'est un peu grave. C'est grave dans la mesure où l'ANC, dont le leader a été toujours qualifié. Et gagne toujours dans la région maritime. Aujourd'hui à 4%. Je voudrais qu'on nous donne les résultats réels pour que je puisse véritablement me prononcer sur la question. Sinon, je reviens encore sur la fameuse vérité des urnes. C'est tout. Ah oui, mais Michel, et cette situation, l'ANC est totalement dominée et qui n'a même pas franchi le seuil de 5% au cours d'une élection présidentielle, alors qu'il a obtenu en 2010, je crois, 33% et la même chose en 2015 et qui s'en est sorti aujourd'hui en 2017 avec moins de 5%. Moi, je voulais dire à Delphonse, s'il pense que le score qu'on a, que l'ANCA est faux, qu'il amène lui le vrai score que lui-même, lui là. Si il est le même conditionnel. Alors, c'est facile de dire des choses comme ça. Vous savez, la situation actuelle de Jean-Pierre Fabre n'est pas surprenante. Tout le monde, tous les honnêtes Togolais, je précise là-dessus, les bons observateurs savaient que ce monsieur, depuis 2018, était sur une pente glissante à partir du moment où il était à la tête il était la locomotive pratiquement, vous savez, la C14, où ils ont empêché leurs militants d'aller se faire recenser, ensuite boycotter les législatives de 2018. Tous ceux qui lisent bien la politique savaient après que ce monsieur, vraiment, il a perdu les repères, il a perdu le nord, j'allais dire, parce que beaucoup de ces militants ont compris que ce n'est pas l'homme de la situation, avec lui ça ne pourra pas aller. Beaucoup ont... Oui, mais quand même... Laisse-moi. Et oui. Beaucoup, aujourd'hui, ont trouvé, avec la dynamique Podro, beaucoup de ces militants ont trouvé que cette dynamique allait mieux. Et c'est pourquoi on peut dire que la dynamique Podro, quelque part, a marché. Les gens pensaient que c'est peut-être Agbéomé qui pouvait le faire à l'affaire. Le fait de ne pas avoir une visibilité avec Jean-Pierre Fabre, c'était fini. Et ces résultats confirment ce que les gens voyaient venir. Vous voyez, ça veut dire quelque part que ce monsieur est en train de passer derrière le rideau parce que les Togolais ou ces militants ont compris que ce n'est pas avec lui qu'on peut construire la démocratie. Est-ce que c'est une sanction dans les urnes ou bien peut-être une manière de dire pour cette fois-ci nous ne sommes pas d'accord avec vous, mais espérez-nous les années à venir. Tu sais, ceux qui s'éclipsent reviennent difficilement. C'est une sanction à mon avis pour dire que ce que ces gens-là ont fait depuis 2010, avec la session qu'on a observée au niveau de l'UFC et tout ça là, et avec les dernières prises de position politiques, ça n'a pas été vraiment avantageux pour eux. Et aujourd'hui, c'est un signal fort que les populations ont adressé à Jean-Pierre Fabre. Et aujourd'hui, celui qui doit être très heureux depuis hier soir, c'est Gilles-Christ Olympio. Gilles-Christ Olympio? Oui, Gilles-Christ Olympio, parce que, tu sais, dans notre tradition, on ne se révèle pas contre son papa. Et aujourd'hui, il a mordu la poussière, et je pense que ce qu'ils ont organisé contre Gilles-Christ Olympio à la plage en le lançant les cailloux, aujourd'hui, s'il ne prend pas garde, le reliquat de ces militants, mais, ils vont être remontés contre lui. Et donc, c'est que ce monsieur est en train de s'éclipser. Pour ceux qui ont encore espoir avec lui. Oui, mais n'oubliez pas quand même, puisque c'est ce que je voudrais dire, Jean-Pierre Fabre a été tout de même, bien que
2018 et tout ce que Michel a dit, mais quand même, en 2019, vous avez vu le score que le parti a eu au niveau des locales. Avant de vous répondre, Oui. je dis ceci d'abord. Jean-Pierre Fabre reste Jean-Pierre Fabre. Hein. Bien. Hein? Avec son parti. Alors, je voudrais répondre à Michel qui me disait tout à l'heure d'amener mes résultats. Je crois savoir que l'un des responsables, très proche de M. Albéoné, je voudrais parler de Fulbert Sassou, vous l'avez entendu aujourd'hui sur Oui. RFI, Oui. qui conteste. Mm. Ou bien vous Il a dit sérieusement. entre 57%, son candidat a 57% et Et 61%. 61%. Je repose encore le problème de la vérité des urnes parce que je ne suis pas la seule personne à le dire. S'il me demande, si Michel me demande d'apporter mes résultats, je suis malheureux. Je ne suis pas membre de la CENI et puis dans un état tel qu'on est là où c'est les grandes personnes qui deviennent de mauvais exemples. Je suis désolé. D'accord. Alors, nous allons accueillir un intervenant. Il s'agit de Pelé. Bonjour Pelé. Voilà. Mm. Mm. Non, non. Posez-lui la question en tant que journaliste, s'il vous plaît. D'accord, il vous répondra tout à l'heure. Et nous accueillons le deuxième auditeur qui est en ligne, c'est Kossi, Monsieur Komi. Bonjour. Oui. D'accord. Bien noté, nous accueillons le dernier intervenant. Il s'agit de Armand. Bonjour. Oui. Mhm. D'accord, bien noté. Ah oui, avant de revenir sur la préoccupation des auditeurs, sinon c'était la question que j'allais enchaîner. Si les Togolais, Michel, je déduis un peu de ce que vous aviez dit tout à l'heure, les Togolais ont voulu sanctionner Jean-Pierre Fabre, qui a obtenu du moins 35% lors des dernières élections présidentielles, en tout cas en 2015, et qu'il voudrait maintenant rallier un autre camp. Parce que le score devrait chuter ou bien ça doit aller un peu plus que celui que Fabre avait obtenu à l'époque. Normalement. Est-ce que c'est mathématique, ce que tu dis là? Ça dépend de comment les candidats travaillent sur le terrain. J'ai parlé tantôt de cas à Gouemé qui avait 0,4% en 2010, qui a aujourd'hui plus de 18%. Ça veut dire que un travail... Oui, mais si la dynamique doit marcher, été fait, et que les gens prenez sanctionnaient Jean-Pierre Fabre, normalement Jean-Pierre Fabre crédité de 33%, oui. Normalement le score devrait être un peu plus de 33%. Normalement. À quel niveau? Si, au niveau de la première cause. Mais non, mais UNIR n'a pas baissé les bras. UNIR est sur le terrain, il travaille. Et donc, ça paye. D'accord. Idelphonse Apaki, c'était la question que j'allais lui poser. Voilà, la même question à vous, avant de revenir sur les procurations de l'Union. Vous savez, quand vous me posez la question sur les résultats, je suis un tout petit peu embarrassé parce que j'ai voulu être logique dans mes déclarations. Ok, est-ce que la guéguerre entre l'opposition n'a pas payé, n'a pas donné ce coup-là? Il faut être honnête en reconnaissant que ça a été toujours le cas. Vous laissez l'adversaire et vous vous battez entre vous, voilà les résultats. L'opposition n'aura que ses yeux pour pleurer? Ou bien c'est aller trop vite en besoin? Oui, non, c'est aller trop vite en besoin parce que, jusqu'à preuve du contraire, moi aussi je conteste en tant que citoyen, je conteste les résultats. Alors, la question vous a été adressée. Et justement, on laisse de côté ça et on table sur, on invente des scores. La guerre dans l'opposition, ça a beaucoup joué en faveur du parti au pouvoir. Ça, les gens ne veulent pas en parler.
Et vous demandez les scores que les uns les autres ont. Pourquoi? Mais alors que ça, c'est un élément aussi important. Le déchirement au niveau de l'opposition. Je voulais répondre à... Oui, à M. Komi qui dit. Monsieur, d'abord, est-ce que vous êtes le porte-parole de Front Nazimbe? Mais je voulais lui dire que tu m'as présenté, ça va. Oui. Tu m'avais présenté. Donc, comme directeur d'application du journal, je n'ai plus de commentaires à faire. Suffrage exprimé, 101%, l'État, ça 4%, quelque part, etc., etc. Oui, c'est vrai, moi aussi j'ai écouté ces données hier. Oui. Comment cela peut-il s'expliquer? Ça peut être une erreur au niveau peut-être de... Ce n'est pas la première fois. Je me rappelle, en 2015 aussi, il y avait aussi des erreurs. Je pense que c'était dans la profite de la BINA. Il y avait aussi des erreurs dans la proclamation des... Et ça se corrige. Oui, mais hier, ça a été cité à plusieurs reprises. Oui, mais tout ça là, c'est des résultats provisoires qui seront transmis à la Cour constitutionnelle qui va les analyser d'une manière approfondie et en ce moment on appréciera. Sinon, ce n'est pas la première fois. Ce monsieur, et puis je dois lui rappeler que je ne suis pas un éclaireur. Moi, je suis un analyste. Je suis un leader d'opinion, j'analyse, je ne suis pas un éclairer. D'accord. Il y a la différence entre éclaireur et analyste. Voilà. Alors, 101%, 104%, etc. Il défense votre mot? Je me rappelle aussi que l'ancien président de la CENI, M. Tafatali, nous a fait grâce d'une scène là où, lorsqu'il était en train de plaider, le document que lui-même il a fait, on nous a dit à l'époque, nous disait qu'on me faisait savoir qu'il y avait des erreurs par ici. Arrêtons ces scènes piteuses qui ne nous honorent pas. Moi j'ai parlé de la tranche d'âge de ces messieurs qui doivent faire preuve de morale. Et puis, dites-moi, quel est le projet que le candidat UNIR a présenté de nouveau aux Togolais pour qu'on nous dise aujourd'hui que nos hôpitaux qui sont aujourd'hui devenus des mouroirs, et puis les femmes enceintes seront prises en charge gratuitement ainsi que les enfants? Il y a quelqu'un qui a dit que sa femme a été victime de césarienne, il a dépensé 100 et quelques mille. Oui, aujourd'hui ce serait 0 francs. Je ne crois pas. Michel Tchadja, votre mot de fin? Non, c'est de dire tout simplement que lorsque vous travaillez, quand vous êtes un bon étudiant, vous travaillez sérieusement, les résultats vont venir vous galvaniser. Et c'est ce que, contrairement à ce que Ildefonse dit, quel est ce projet nouveau, peut-être qu'il est tellement, je ne vais pas dire borné, il est tellement focalisé avec l'opposition qu'il n'a pas le temps de voir vraiment ce que le plan ou bien le programme de parti, il n'a qu'à le chercher. S'il ne l'a pas, à la fin je vais lui donner. Sinon, le Fort Yassingbe avait un bon programme et les militants et militantes ont pensé que comme il est le rempart contre la violence et le terrorisme chez nous ici, il fallait quand même porter son choix sur lui. Aujourd'hui, et c'est ce qui a été fait, Michel. Alors, rapidement, votre mot de fin, Ildefonse. Je ne serai jamais borné. Parce que je vois bien les choses telles qu'elles se passent. Et j'aurai toujours le courage de le dire, parce que moi je ne parle pas en comptant sur mon ventre. Je parle avec des réalités. C'est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci Michel Yao Tchadja d'être venu chez nous. Merci. Ildefonse Akwaki, merci à vous également d'être venu chez nous ce matin. Et voilà, derrière la belle vitrine, il s'appelle Coco le Parisien, visage terne. Pourquoi il n'y a pas la joie ce matin? De toutes les façons, un petit bonbon plus un petit café et ça va vous donner la joie au cœur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tout à l'heure, vous allez retrouver Jacob Arama et Nessina Kogo. Et c'est pour le journal en éveil à 9h, à 13h, nous serons là, à 18h également. Excellente journée à toutes et à tous. Et que Dieu veille sur le Togo. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.